Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette formation gratuite d'1 heure dans laquelle je vais vous donner mes meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu professionnel. Je vais aussi vous partager à travers mon histoire les 6 étapes clés qui m'ont permis de vivre de la vidéo en moins de 3 ans d'activité. Avant de continuer, je me présente très rapidement, je m'appelle Louis, j'ai 30 ans, je suis vidéaste professionnel et le fondateur de Grain, qui est à la fois un studio de création de vidéos et une chaîne YouTube. D'un côté, je produis avec mon équipe des vidéos pour des grands groupes, des agences digitales, des offices de tourisme ou encore des influenceurs. On travaille par exemple régulièrement avec des clients comme Danone, Ikea, TF1, Bonne Maman ou encore Christian Lacroix. On fait plein de types de vidéos différents, des vidéos d'événements, des interviews, des vidéos de présentation de produits, mais ce qu'on préfère, c'est vraiment la vidéo de voyage dans laquelle on s'est spécialisé. En parallèle de cette activité de producteur, je suis aussi créateur de contenu via ma chaîne YouTube Grain, que vous connaissez peut-être, et via laquelle j'aide les vidéastes à progresser depuis plus de 3 ans. Le but de cette formation gratuite, c'est de vous donner un maximum de conseils concrets, actionnables dès la fin de cette vidéo. Si ces conseils vous plaisent et que vous voulez aller plus loin, sachez que cette formation est un condensé de l'école Grain, mon programme d'accompagnement complet pour vivre de la vidéo, que je vous présenterai tout à l'heure, accompagné d'une remise intéressante. Juste avant de commencer, vous vous demandez peut-être à quel profil de vidéaste s'adresse cette formation. Je dirais à la fois à des débutants complets, donc si vous ne connaissez pas grand-chose en vidéo, vous allez apprendre plein de trucs. Mais si vous êtes à un niveau plus avancé, je pense que vous pourrez aussi tirer pas mal d'enseignements intéressants, notamment pour développer vos compétences business. C'est parti, on commence tout de suite avec mon premier conseil pour créer des vidéos au rendu professionnel, bien choisir son matériel. Pour faire une belle vidéo, il faut évidemment une caméra, mais pas que, il faut aussi et surtout une bonne stabilisation, un objectif performant, une belle lumière, un son de qualité, bref, il y a tout un tas d'éléments qui rentrent en jeu dans la création d'une bonne vidéo. Malgré tout, la question qu'on me pose le plus au quotidien, c'est quelle caméra choisir pour tourner mes vidéos. Du coup, je vais tout de suite vous donner mes recommandations de caméra par niveau de budget. Juste un petit warning, prenez vraiment ces recommandations comme un guide et pas comme une vérité absolue. La caméra de vos rêves ne sera pas forcément dans la liste de caméras que je vais donner. Par ailleurs, il y a de grandes chances que ce ne soit pas la même que moi, puisqu'on a tout simplement tous des goûts, des besoins et des budgets différents. Donc prenez vraiment ces recommandations comme un guide global. On commence avec un budget de moins de 200 € et à ce prix-là, si vous avez déjà un smartphone dans votre poche, je vous conseille de commencer la vidéo avec. Il est tout à fait possible de faire des vidéos de qualité professionnelle avec un smartphone. Si vous en doutez, je vous invite à aller voir les différentes vidéos que j'ai faites à ce sujet sur YouTube, plus particulièrement ma comparaison entre un smartphone à 900 € et une caméra à 8000 €. Vous verrez que les résultats sont très intéressants. Ensuite, pour pouvoir vous amuser un peu et notamment incorporer des mouvements de caméra qui viendront enrichir vos vidéos, je vous conseille d'investir dans un stabilisateur pour smartphone comme le DJI Osmo Mobile 4 ou le Zhiyun Smooth Q par exemple, et de vous procurer Filmic Pro, une application à moins de 20 € qui permet de débrayer le mode manuel de votre téléphone. On verra plus tard que c'est très important de se mettre en exposition manuelle pour créer des vidéos au rendu professionnel. Pour commencer, ce sera très bien, vous pourrez déjà explorer pas mal de choses comme les réglages de caméra, les mouvements ou encore l'étalonnage, qui est l'étape qui consiste à donner un style à votre vidéo en retouchant ses couleurs. Pour moins de 500 €, je peux vous recommander des caméras d'action comme la DJI Osmo Pocket ou la GoPro Hero 9 Black. Contrairement au smartphone, ce sont des appareils pensés pour la vidéo, donc beaucoup plus simple d'utilisation et surtout tout terrain. À ce prix-là, vous pourrez aussi accéder aux premières caméras avec objectifs interchangeables comme le Canon M100 par exemple, le Sony A6000 ou le Lumix GX80. C'est ma recommandation puisque vous allez vraiment passer un cap au niveau de la qualité d'image, de par la taille du capteur plus importante que dans les smartphones ou les caméras d'action, et surtout rentrer dans le vrai monde de la vidéo avec la possibilité de changer d'optique et donc d'améliorer votre storytelling, on en parlera tout à l'heure. Pour un budget entre 500 et 1000 €, je vous recommande 3 appareils hybrides, le Lumix G7, le Sony A6400 et le M50 de Canon. Le G7 et le A6400 sont plus orientés qualité d'image avec plein de fonctionnalités intéressantes, des cadences d'image élevées qui vous permettront de faire des ralentis importants, de la 4K ou encore des profils dits cinéma qui vous donneront une marge de manœuvre importante en étalonnage. Le M50, lui, est plus orienté création de contenu face caméra avec un super autofocus et un écran inclinable, ce qui permet de faire le point automatiquement sur votre visage et d'avoir un retour direct quand vous vous filmez tout seul. Vous verrez, c'est une tendance globale en vidéo, peu de marques arrivent à produire des caméras orientées à la fois qualité d'image et création de contenu. De par mon activité, à savoir la production de vidéos pour des clients, mais aussi sur YouTube, ce sont deux usages qui m'intéressent beaucoup. Et aujourd'hui, selon moi, c'est Canon qui s'en sort le mieux pour réunir ces deux usages dans une seule et même caméra. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est chez eux aujourd'hui. Pour un budget entre 1000 et 2000 €, je peux vous conseiller 3 hybrides, le Panasonic Lumix GH5, le EOS R de Canon et le Nikon Z6. Le GH5 a des super fonctionnalités pour son prix, notamment la possibilité de faire du ralenti en 4K. Le EOS R est moins impressionnant en termes de capacité vidéo à proprement parler, mais il a un plus grand capteur que le GH5, ce qui vous donnera plus facilement un flou d'arrière-plan prononcé derrière votre sujet. Il sera aussi plus performant en basse lumière, ce qui peut être utile si vous faites des vidéos de soirée ou un type de vidéo où vous n'avez pas beaucoup de lumière disponible.
Le Z6, lui, a la particularité de capturer des vidéos en RAW. C'est un format décompressé qui permet d'avoir un maximum d'informations dans votre image, ce qui est particulièrement utile si vous souhaitez effectuer un étalonnage poussé sur vos vidéos. On passe à un budget professionnel entre 2000 et 5000 euros. À ce niveau de prix, chez Sony, vous avez le A7 III et le Sony A7S III. Chez Canon, on va retrouver le R6, le R5, mais aussi le 1DX Mark II, qui est notre caméra aujourd'hui. Et chez Panasonic, vous avez le S5, le S1 et le S1H. Je ne vais pas vous lister toutes les caractéristiques de chacune de ces caméras, sinon je risquerais de vous perdre, mais retenez que chaque marque a ses particularités. Sony est plutôt connu pour sortir des petites bombes de technologie avec d'excellentes performances en basse lumière. Canon se différencie par la qualité des couleurs en sortie de caméra et la facilité d'utilisation de leur modèle. Et enfin, Panasonic se démarque par son excellent rapport qualité-prix. Pour terminer, à partir de 5000 euros et jusqu'à beaucoup plus, on a accès à des caméras de cinéma, comme par exemple la Blackmagic Ursa Mini Pro, la Panasonic EVA1, la C200 de chez Canon ou encore les caméras de la marque Red. Ces caméras sont plus dédiées à des productions de documentaires, pubs télé ou films de cinéma, avec des fonctionnalités poussées à l'extrême, notamment en termes de définition, cadence d'image et de gamme dynamique, c'est-à-dire la capacité de la caméra à voir beaucoup d'informations dans les zones claires et les zones sombres de l'image. Si comme moi vous faites des vidéos à destination du web et pas de la télé ou du cinéma, je vous recommande pas d'investir dans une caméra de ce type pour plusieurs raisons. Elles sont très chères, elles décodent vite et sont souvent imposantes, ce qui les rend difficiles à stabiliser et ce qui par ailleurs demande un investissement considérable au niveau des accessoires qui vont venir les accompagner. Enfin, un détail non négligeable, elles ne font pas de photos. Et si vous voulez vous marketer, que ce soit sur Instagram, YouTube, pour faire connaître votre entreprise, c'est quand même pratique d'avoir une caméra qui fait aussi appareil photo. Voilà pour mes recommandations de caméra, j'espère que ça vous a aidé. Personnellement, nous on travaille avec un 1DX Mark II de chez Canon et peut-être bientôt un 1DX Mark III. C'est un appareil qui est plutôt cher par rapport à la concurrence, mais on adore les couleurs, la qualité d'autofocus, sa prise en main très facile et aussi sa résistance et sa fiabilité, ce qui est très appréciable quand on est en déplacement, notamment dans le cadre du tournage de nos vidéos de voyage. Je vous mets les références exactes de tous les produits que j'ai cités dans mon kit, le lien s'affiche juste ici. Vous l'avez vu, le choix de votre caméra va dépendre en grande partie du type de vidéo que vous allez faire. Vous n'allez pas choisir la même caméra si vous faites des vidéos de voyage, des vidéos de soirée ou des vidéos sur YouTube. Pour être sûr que vous trouviez la caméra qui vous correspond à vous et pas à un autre, dans l'école grain, on passera du temps sur chaque fonctionnalité principale des caméras et leur impact sur vos vidéos. Le but final, que vous soyez totalement autonome pour trouver la caméra de vos rêves. On verra aussi comment choisir les autres éléments clés de votre kit vidéo, à savoir vos objectifs, stabilisateurs, vos micros, votre station de montage, vos lumières et enfin vos accessoires. Bon, le matériel c'est bien, mais il est souvent surestimé, particulièrement par les débutants. Ce qui va vous permettre de faire de belles vidéos, c'est surtout la manière dont vous allez vous servir de ce matériel. Du coup, on va tout de suite voir quels sont les bons réglages pour obtenir un rendu professionnel. Et encore une fois, on va se focaliser sur le réglage de caméra. Le premier réglage dont je vais vous parler, c'est la cadence d'image. La cadence d'image, c'est le nombre d'images que votre caméra va enregistrer par seconde. Si vous voulez un rendu qui se rapproche de celui du cinéma, je vous conseille de shooter à 25 images par seconde. Pourquoi? Parce que la majorité des films de cinéma sont tournés soit à 24 images par seconde aux États-Unis, soit à 25 images par seconde en France. Donc notre œil est tout simplement habitué à associer du 25 images par seconde à un look cinématographique. Le fait de shooter à 25 images par seconde va créer une vidéo au rendu fluide, mais pas trop. Si vous shootez à 30 ou à 50 images par seconde, vous allez obtenir un rendu plus fluide qu'à 25 images par seconde, mais qui va s'éloigner du look cinéma. Vos vidéos vont plus ressembler au rendu d'un téléfilm, d'une chaîne d'information en continu ou d'une rediffusion sportive. Personnellement, je ne suis pas fan de ce look télévisuel à 30 ou 50 images par seconde. Du coup, quand je filme une scène à vitesse réelle, je shoote toujours à 25 images par seconde pour conserver un rendu et surtout une fluidité similaire à celle du cinéma. Le seul moment où je vais shooter dans des cadences d'image plus élevées, c'est pour créer du ralenti. Oui, parce que c'est en shootant dans une cadence supérieure à 25 images par seconde, donc par exemple du 30, du 50 ou du 100 images par seconde, qu'on va créer du ralenti. Et plus la cadence d'image sera élevée, plus le ralenti sera important. Vous n'aurez alors qu'à conformer les rushs shootés dans une haute cadence d'image dans votre logiciel de montage pour les faire apparaître au ralenti. On verra tout ça en détail dans la section montage de l'école. Deuxième réglage majeur, l'exposition manuelle. Pour faire une vidéo pro, il faut absolument que vous vous mettiez en mode manuel. Ce mode est symbolisé par la petite lettre M, soit sur la molette de votre appareil, soit dans le menu. En faisant ça, vous aurez le contrôle total sur ce qu'on appelle le trio d'exposition, à savoir l'ouverture, la vitesse d'obturation et les ISO. L'ouverture correspond à l'ouverture du diaphragme de votre objectif. Plus elle est grande, plus de lumière va pouvoir entrer dans votre caméra, plus vous aurez la possibilité d'obtenir un flou d'arrière-plan important. C'est un look qui est très caractéristique du cinéma et qui permet de bien détacher votre sujet de l'arrière-plan. La vitesse d'obturation, elle, doit rester fixée au double de votre cadence d'image. Donc si vous shootez à 25 images par seconde, il va falloir la fixer à 1/50e. Si vous shootez à 50 images par seconde, à 1 centième et ainsi de suite. Ce réglage permettra d'injecter la bonne quantité de flou de mouvement dans vos vidéos.
Le flou de mouvement, on le voit dans la vraie vie. Si vous bougez votre main comme ça devant vous, vous allez voir du flou de mouvement. Eh bien, c'est ce phénomène naturel qu'on essaie de reproduire en fixant notre vitesse d'obturation au double de la cadence d'image. De même que la cadence d'image utilisée, injecter la bonne quantité de flou de mouvement dans vos vidéos est très important pour créer un rendu avec un bon niveau de fluidité, similaire à celui que vous voyez dans les films de cinéma. Enfin, le troisième paramètre, c'est les ISO et il va falloir les garder le plus bas possible pour éviter de dégrader la qualité de l'image. Si vous montez les ISO, votre image va être plus lumineuse, mais vous allez aussi injecter du bruit numérique pas très joli. Du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est garder les ISO le plus bas possible. Conserver tous ces réglages en conditions de basse lumière, c'est assez simple, mais si la lumière devient plus intense, ce sera impossible. Dans ce cas-là, il va falloir utiliser un filtre ND. C'est un petit accessoire que vous vissez sur votre optique et qui permet de conserver ces réglages pro en maintenant une bonne exposition. Comme filtre ND, on utilise le modèle Peter McKinnon Edition de la marque Polar Pro. Il est très bien, on vous le recommande et vous pouvez le retrouver dans notre kit. Si c'est la première fois que vous entendez ces notions, vous êtes peut-être un peu perdu, vous inquiétez pas, c'est normal. Dans l'école grain, on prendra le temps d'approfondir ces différentes notions pour que tout soit ultra clair. Donc pour récapituler, mes réglages pour un rendu pro, c'est une grande ouverture la plupart du temps pour avoir un joli flou d'arrière-plan, une vitesse qui est toujours fixée au double de la cadence d'image, des ISO le plus bas possible et enfin un filtre ND en cas de forte luminosité. Troisième réglage, on aimerait vous parler aujourd'hui, le profil d'image, aussi appelé style d'image. Toutes les caméras proposent de shooter dans des styles d'image différents qu'on retrouve sous des appellations paysage, portrait, standard ou encore neutre. Pour faire simple, ce sont des combinaisons de 4 réglages différents. La netteté, le contraste, la saturation et la teinte. Pour bien choisir votre profil d'image, j'ai 2 recommandations à vous faire en fonction de 2 cas de figure différents. Premier cas de figure, vous ne souhaitez pas passer beaucoup de temps en étalonnage. Dans ce cas, je vous recommande de choisir le profil standard et d'ajuster les paramètres de netteté, contraste, saturation et teinte en fonction de vos goûts personnels. Si au contraire vous souhaitez passer du temps en étalonnage, c'est ma recommandation puisque cette étape qui consiste à donner un style à son image fait partie intégrante du process de création de vidéo selon moi. Dans ce cas, je vous recommande de shooter dans des profils dits plats ou flat en anglais. Ce sont des profils qui sont décontrastés, désaturés, pas très jolis de prime abord, mais c'est pour une bonne raison puisqu'ils permettent de 1. Conserver un maximum de gamme dynamique dans l'image. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure, la gamme dynamique, c'est la quantité d'informations qu'on va retrouver dans les hautes lumières et dans les basses lumières de votre image, et elle est en grande partie responsable de la qualité d'une image. Et 2, de ramener le contraste et les couleurs en post-production, ce qui permet d'avoir plus de marge de manœuvre pour créer le style que l'on veut en étalonnage. Il existe aussi des profils ultra plats qu'on appelle log, qui sont très désaturés, très décontrastés, avec comme un voile sur l'image. Ces profils permettent encore plus de flexibilité en étalonnage que les profils plats, mais ils sont plus durs à manipuler et je vous recommande de les utiliser uniquement si votre caméra a la capacité de shooter dans une profondeur de couleur minimum de 10 bits. Je sais que ça devient un peu technique, vous inquiétez pas, on approfondira tout ça dans l'école grain. À ce stade, retenez juste que si vous voulez donner du style à vos vidéos, il va falloir shooter dans un profil plat ou log. Avant de passer à la suite, j'aimerais vous partager le profil dans lequel je shoote mes vidéos chez Canon. C'est un profil flat que je crée moi-même en partant du style d'image neutre, puis en baissant au maximum la netteté et le contraste et en diminuant de 2 points la saturation. Ce profil me permet d'avoir une bonne flexibilité à l'étalonnage sans pour autant avoir à shooter en log. Pour ce qui est des profils plats chez d'autres marques, chez Panasonic, je vous recommande les profils Cine D ou Cine V et chez Sony, je vous recommande les profils Cine 4 ou HLG. Voilà, c'était pour moi les 3 réglages de caméra fondamentaux à maîtriser pour créer des vidéos au rendu pro. Dans l'école grain, on abordera d'autres réglages importants comme la constitution d'un fichier vidéo, la balance des blancs, le choix de la définition, mais aussi les réglages de vos micros et stabilisateurs. Une fois votre matériel acheté et paramétré, il est temps de pratiquer, de sortir et faire des vidéos comme je dis souvent sur YouTube. Du coup, on va tout de suite passer à quelques conseils orientés prise de vue. Mon premier conseil concerne la stabilisation. Retenez bien la chose suivante, une vidéo pro, c'est une vidéo stabilisée. Si vous prenez une caméra à bout de bras comme ça et que vous commencez à filmer, vous avez de grandes chances d'avoir des micro-tremblements dans votre image, ce qui donne un rendu plutôt amateur. Pour pallier à ça, il existe 2 solutions, la stabilisation interne ou la stabilisation externe. Quand je dis stabilisation interne, je parle de la stabilisation intégrée au boîtier de votre caméra. C'est une stabilisation qui est très pratique puisqu'elle permet d'obtenir une image stable sans avoir à investir dans un système externe. Mais personnellement, j'utilise quasiment jamais car elle peut causer des déformations sur les bords de l'image. Deuxième solution qui me plaît beaucoup plus, la stabilisation que j'appelle externe, qui consiste à utiliser un système de stabilisation qu'on va venir fixer à notre caméra. Il existe plein de stabilisateurs différents, que je détaille d'ailleurs dans l'école, mais si je devais en sélectionner uniquement 2, je choisirais un Steadicam de points, comme par exemple le Glidecam HD Pro ou le Flycam Red King, ou alors un stabilisateur 3 axes comme le DJI Ronin RS2 ou les Ion Crane 3. Un stabilisateur de points type Glidecam est plus long à maîtriser, mais il permet d'obtenir plus de rendus différents que les stabilisateurs 3 axes. On peut par exemple créer un effet flotté dit Steadicam ou alors un rendu main levée plus organique, comme si la caméra était entre les mains d'une personne.
Le stabilisateur 3 axes, lui, est beaucoup plus facile à maîtriser, mais permet uniquement des mouvements flottés, très fluides, voire robotiques, ce qui peut résulter au final dans des plans qui peuvent manquer un peu d'âme, selon moi. Quoi qu'il en soit, ce sont deux outils indispensables que j'utilise dans la production de mes vidéos pour des situations différentes. Que vous utilisiez l'un ou l'autre, voici quelques astuces pour bien les manier. Déjà, il faut bien les équilibrer. Une fois que vous avez installé votre caméra sur un de ces stabilisateurs, il y a une petite procédure à suivre pour bien équilibrer la caméra sur le stab. C'est une étape très importante à ne pas négliger. Si vous ne faites pas, la qualité de la stabilisation sera très dégradée. Je vous expliquerai en détail dans l'école comment équilibrer votre Steadicam 2 points et votre stabilisateur 3 axes et comment paramétrer les moteurs pour une stabilisation ultra fluide. Deuxième conseil, marchez de façon très douce en posant d'abord vos talons sur le sol puis le reste de votre pied de façon à amortir un maximum les vibrations. J'appelle ça la marche ninja. 3. Utilisez un objectif grand angle. On en parlera juste après, mais il existe des objectifs dits grand angle qui voient beaucoup d'éléments autour d'eux et des téléobjectifs avec un rendu plus resserré comme si on zoomait dans l'image. Il faut savoir que plus l'objectif est grand angle, plus il sera facile à stabiliser. Si vous débutez, privilégiez donc ce type d'optique sur votre stabilisateur. Enfin, songez à utiliser du ralenti. Le fait de tourner dans une haute cadence d'image et de ralentir ensuite vos rushs en post-production va avoir pour effet de stabiliser naturellement vos vidéos. Vous pouvez donc utiliser cette astuce pour augmenter encore un peu plus la stabilisation. Deuxième conseil orienté prise de vue, le mouvement. En vidéo, ce qui est intéressant par rapport à la photo, c'est qu'on travaille sur des images animées et pas des images fixes. Du coup, on peut intégrer du mouvement à ces films. Personnellement, j'utilise à 90% seulement 3 mouvements de caméra et leur déclinaison que je vais vous dévoiler tout de suite. Le premier mouvement que j'aime faire, c'est le suivi. Il consiste à suivre son sujet, soit derrière, soit devant, soit sur le côté. C'est un mouvement plutôt simple mais très efficace qui permet de dévoiler le lieu où on se trouve et de se sentir dans l'action avec le personnage puisqu'on le voit évoluer dans son environnement. Deuxième mouvement de caméra que j'utilise beaucoup, l'approche. Ce mouvement consiste, comme son nom l'indique, à s'approcher ou à s'éloigner de votre sujet. C'est un mouvement qui fonctionne bien quand il est très doux, très subtil et il y a deux façons de le faire, soit avec l'autofocus, soit en mode focus manuel. Dans le premier cas, votre sujet va toujours rester net lorsqu'on s'approche et dans le deuxième cas, il va commencer en étant flou et devenir net au fur et à mesure qu'on s'avance vers lui. Enfin, troisième mouvement de caméra, l'orbite. Ce mouvement consiste à tourner autour de votre sujet, que ce soit de droite à gauche ou de gauche à droite. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce mouvement, c'est que vous allez avoir l'arrière-plan qui va tourner à une vitesse différente du premier plan. On appelle ça l'effet parallaxe. Voilà, vous connaissez maintenant les 3 mouvements de caméra que j'utilise à 90% du temps. Et ce qui est super, c'est qu'on peut les décliner en changeant la hauteur, avec par exemple un suivi au niveau des pieds, ou alors cumuler 2 mouvements, par exemple un suivi et une approche. Troisième élément majeur à considérer lors d'un tournage, la lumière. La lumière, c'est un des éléments les plus sous-estimés en vidéo, alors que c'est elle qui va faire le plus de différence entre une vidéo pro et une vidéo amateur. Voici quelques conseils pour shooter en lumière naturelle et en lumière artificielle. La lumière naturelle, c'est tout simplement la lumière émise par le soleil. Comme vous le savez, je fais beaucoup de vidéos de voyage et j'adore shooter dans des conditions de lumière naturelle. Mais attention, pour avoir un beau rendu sur vos vidéos, il y a quelques règles à respecter. La première, c'est de shooter à la bonne heure. La meilleure heure pour shooter en lumière naturelle, c'est ce qu'on appelle la golden hour, ou heure dorée en français. C'est la première heure après le lever du soleil et la dernière heure avant le coucher du soleil. Pendant ces heures-là, le soleil va être bas, la lumière rasante, les couleurs vont ressortir, tout va être plus saturé, plus doré, ce qui va avoir pour effet de sublimer vos vidéos. Donc si vous êtes en extérieur, je vous conseille dans la mesure du possible de shooter un maximum pendant ou proche de la golden hour. La lumière naturelle, c'est bien, mais il arrive aussi souvent de devoir shooter en intérieur, dans le cas d'interviews par exemple. Dans ce cas, il va falloir utiliser ce qu'on appelle la lumière artificielle pour éclairer votre sujet. L'utilisation de la lumière artificielle peut faire un peu peur, mais en réalité, il y a quelques notions à connaître, pas très complexes, qui vous permettront de commencer sur d'excellentes bases. Déjà, il n'y a pas forcément besoin de plusieurs lumières pour faire une belle interview. On peut tout à fait commencer avec une seule lumière. D'ailleurs, la vidéo que vous voyez en ce moment même est tournée avec une seule lumière artificielle, juste ici, la Aputure 120D, associée à un gros dôme qui sert à diffuser la lumière et la rendre beaucoup plus douce. Pour commencer, c'est ce que je vous recommande, une lumière LED assez puissante comme la Aputure 120D. Vous avez aussi la Godox SL150 qui est une très bonne alternative moins chère et un dôme pour diffuser la lumière. Ça vous permettra de bien éclairer vos sujets et de pouvoir couvrir déjà plein de situations différentes. On verra dans l'école qu'il existe différents types de lumière, la lumière douce et la lumière dure, utiles dans différentes circonstances et qu'on peut créer pas mal de looks différents juste en modifiant le placement de ces lumières. Voilà, c'était quelques conseils majeurs orientés prise de vue. Dans l'école grain, on verra également d'autres notions clés liées au tournage, comme la composition, la gestion de la mise au point, ou encore l'utilisation d'outils pour gérer parfaitement son exposition. Bon, à ce stade, vous devriez déjà avoir une meilleure idée de comment créer une image professionnelle, mais malheureusement, ça ne suffit pas. Pour créer une vidéo captivante, il faut que la qualité de vos images soit au service de l'histoire que vous allez raconter. On va donc maintenant voir quelques conseils liés au storytelling, c'est-à-dire comment bien raconter une histoire en vidéo. Première chose cruciale, le choix de votre objectif.
Le choix de telle ou telle optique va avoir un effet non seulement sur la qualité de votre image, mais aussi sur l'émotion ou le ressenti que vous allez transmettre au spectateur. Il existe plusieurs types d'objectifs qu'on peut regrouper en 3 catégories, les grands angles, les standards et les téléobjectifs. Les grands angles offrent un champ de vision large et permettent donc de voir beaucoup d'éléments autour d'eux. Ils sont par exemple très utiles pour shooter de l'architecture ou des paysages, mais en plus d'avoir un angle de vue important, ils vont donner un sentiment d'immersion à la personne qui regarde la vidéo, comme si elle vivait le moment avec le personnage. A l'inverse, avec un téléobjectif, c'est-à-dire un objectif qui offre un champ de vision beaucoup plus resserré ou plus zoomé en quelque sorte, on va avoir l'impression opposée, comme si on regardait la scène de loin, un peu comme un spectateur. Ce changement de perception en fonction de l'optique que vous allez choisir est très important à intégrer puisqu'il va vous permettre de mieux construire votre histoire grâce au choix de vos objectifs. Pour bien raconter une histoire, il est aussi très important d'utiliser différentes perspectives, on appelle ça des valeurs de plan. Ça vous permettra d'avoir beaucoup plus d'options au montage et donc de construire plus facilement votre vidéo. Parmi les principales valeurs de plan qui existent, on a le plan large, le plan d'ensemble, le plan moyen, le gros plan, le point de vue ou encore l'insert. On détaillera ensemble dans l'école quand utiliser ces différentes valeurs de plan et leur impact sur le ressenti du spectateur. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que pour chaque scène filmée, je vous recommande de capturer un maximum de valeurs de plan différentes. Moi, ce que je fais, c'est que je capture systématiquement la même scène, au moins avec 4 ou 5 valeurs de plan différentes. Donc par exemple, je vais demander à mon acteur de faire une action et je vais capturer que des plans larges. Ensuite, je vais lui demander de faire la même action et je vais capturer que des plans moyens. Puis je vais lui demander à nouveau de refaire cette action avec du gros plan et ainsi de suite. Si vous faites ça, je peux vous assurer que vous serez beaucoup plus serein sur votre tournage car vous serez certain d'avoir assez de matière pour raconter votre histoire via différentes perspectives. En plus de ces valeurs de plan, vous pouvez aussi jouer avec les angles de caméra. Il y en a 3. Vous pouvez placer votre caméra devant votre sujet à la même hauteur, on appelle ça un angle neutre, ou alors un peu au-dessus de votre sujet, on appelle ça la plongée, ou bien en dessous de votre sujet, on appelle ça la contre-plongée. Ces angles de caméra vont avoir un effet sur le ressenti du spectateur par rapport au personnage. Si vous utilisez un angle neutre, vous allez vous sentir d'égal à égal avec le personnage, puisque vous êtes à son niveau sur un même pied d'égalité. Si vous mettez la caméra en hauteur, donc en plongée, vous allez avoir un sentiment de supériorité, et à l'inverse, si vous filmez en contre-plongée, le personnage va apparaître plus imposant. Il faut être très conscient de tout ça quand vous faites une vidéo, car grâce aux angles de caméra, vous allez pouvoir transmettre une émotion ou un ressenti avant même que l'action commence. Un dernier conseil lié au storytelling, la structure d'une histoire réussie. Il se trouve qu'il y a une façon de raconter des histoires pour qu'elles soient captivantes. On le voit souvent dans les scénarios de films au cinéma, et je vous conseille d'utiliser, ou en tout cas de vous inspirer de cette structure pour créer vos vidéos. Alors en quoi elle consiste? D'abord, on a l'intro où on pose le contexte, on monte le décor, on présente les personnages. Ensuite, il va y avoir des aventures, on parle alors d'action montante. Puis il y a le climax, qui est l'apothéose en quelque sorte. On a ensuite l'action descendante et enfin la résolution de l'histoire. On n'est pas obligé d'utiliser exactement ce pattern-là quand on fait des vidéos, mais le suivre un minimum va vous aider à construire votre histoire. En intro, on peut par exemple utiliser un plan large où on montre le lieu où on se trouve, un plan plus serré pour montrer les personnages ou les sujets que vous filmez et comprendre ce qu'ils font. Ensuite, on peut passer sur leurs aventures, donc l'action montante. Je vous conseille fortement d'avoir un climax, c'est-à-dire un moment où les plans et la musique s'accélèrent, on en prend plein les yeux, et enfin, pour finir, une résolution. Le fait d'avoir une structure sous forme de montagne russe comme ça va vous permettre de garder le spectateur jusqu'à la fin et de créer une histoire captivante. Voilà pour le storytelling, on passe maintenant à mes derniers conseils pour créer des vidéos au rendu professionnel et vous vous en doutez, ils vont concerner le montage. Tourner une vidéo sur le terrain, c'est la moitié du job. Pour donner vie aux magnifiques plans que vous avez shootés, une grande partie du travail va se passer en post-production. Donc voici mes meilleurs conseils en ce qui concerne le montage de vos vidéos. Première étape, l'organisation. Si vous voulez vous professionnaliser en vidéo, il va falloir être organisé. Pourquoi? Parce que le fait d'être organisé va vous permettre d'être plus rapide, donc pouvoir faire plus de projets et donc de générer plus de business pour vos entreprises. Par ailleurs, en étant bien organisé, vous pourrez très facilement revenir sur un projet plusieurs semaines ou plusieurs mois après, ce qui peut arriver fréquemment si on travaille avec des clients. Enfin et surtout, ça va vous permettre de kiffer le process du montage vidéo qui peut très vite s'avérer épuisant si on s'y prend mal. Ce que je fais, c'est que je monte systématiquement mes vidéos sur un disque dur externe, SSD de préférence pour plus de rapidité. J'y crée un dossier pour chaque projet vidéo. Je crée ensuite 4 sous-dossiers, un pour le fichier de montage, un autre pour les rushs, un troisième pour les éléments audio, un quatrième pour les éléments graphiques que vous allez utiliser, comme des logos ou des images trouvées sur Internet par exemple. Et enfin, un dernier dossier export pour la ou les versions finales de votre vidéo. Dans l'école Grain, je vous expliquerai en détail en vous montrant mon écran, ma méthode d'organisation à la fois dans mon ordinateur mais aussi dans mon logiciel de montage et je vous transmettrai un template déjà préparé que vous n'aurez qu'à dupliquer pour bien débuter vos montages. Ensuite vient la sélection de vos meilleurs rushs, on appelle ça le dérushage. C'est une étape qui fait peur à beaucoup de monde mais qui au final, si elle est bien réalisée, va encore une fois faciliter tout le reste du montage et surtout augmenter la qualité de vos films. J'utilise une méthode très particulière qui consiste à mettre tous vos rushs dans une séquence, puis à les parcourir un à un
sélectionner les passages exploitables en effectuant des coupes, puis à surélever ces extraits en piste vidéo 2. Une fois le travail effectué, ce qui peut prendre plusieurs heures, je duplique la séquence et recommence le process jusqu'à garder uniquement la crème de mes rushs. Cette méthode prend un peu de temps, mais elle a un avantage énorme, pouvoir à tout moment revenir en arrière et récupérer très rapidement un rush que vous n'avez pas sélectionné au premier passage. Et je peux vous assurer que cette flexibilité vous aidera grandement dans la construction de votre film. Je vous détaillerai cette méthode dans l'école, je vous transmettrai aussi mes raccourcis clavier que j'ai personnalisés au fil du temps pour plus de rapidité. On verra également comment créer des proxys ou des doublures en français pour monter ultra rapidement, même avec un ordinateur peu puissant. Une fois que vous avez effectué votre dérush, il va falloir choisir une musique pour accompagner vos images. Le choix de la musique va jouer un grand rôle dans l'émotion qui va se dégager de votre vidéo, donc c'est très important d'y passer du temps et de ne pas négliger cette étape. Je vois beaucoup de vidéastes qui sélectionnent trop rapidement une musique parce qu'ils n'ont pas prévu le temps de le faire ou alors parce qu'ils sont excités et veulent vite passer au montage. Franchement, je trouve que c'est ultra dommage de passer plusieurs heures, parfois plusieurs jours à shooter et de n'accorder que quelques minutes au choix de la musique alors que c'est un élément majeur de votre vidéo. Voilà comment je m'y prends pour trouver la musique parfaite. Déjà, il faut que vous sachiez que c'est illégal d'utiliser pour une vidéo une musique que vous avez entendue sur Spotify ou à la radio, tout simplement car vous devez obtenir une licence pour utiliser cette musique. Bonne nouvelle, pour ça, il existe des sites spécialisés et j'en utilise principalement 4. Epidemic Sound, Musicbed, Artlist et Soundstripe. J'ai d'ailleurs réussi à négocier des deals avec plusieurs de ces sites spécialement pour les membres de l'école Grain, ce qui vous permettra de bénéficier d'un ou de plusieurs mois gratuits. Quand je cherche une musique sur un de ces sites, je suis toujours à la recherche de musique avec des arcs, c'est-à-dire des musiques qui alternent des périodes calmes et des périodes plus animées. Certains sites comme Musicbed ont tout prévu et vous permettent d'afficher uniquement ce type de musique. Tout dépend du type de vidéo que vous voulez faire, mais je vous conseille généralement de choisir des musiques avec des arcs. Ils permettent de donner du dynamisme à vos vidéos et de venir appuyer les phases dont je parlais tout à l'heure dans la structure du storytelling. Vous vous souvenez, intro, action montante, climax, etc. Une fois que j'ai trouvé une musique que j'aime bien, je l'écoute ensuite en survolant en même temps très rapidement mes meilleurs rushs. C'est un excellent moyen de se rendre compte de ce que pourrait rendre la vidéo avec cette musique. Voilà, vous savez tout sur ma technique pour choisir une musique. Ce processus peut me prendre plusieurs heures, voire même parfois plusieurs jours, puisque je suis plutôt exigeant sur le choix des musiques de mes vidéos. À vous de voir le temps que vous souhaitez y passer, mais en tout cas, je vous conseille de ne pas trop négliger cette étape. Après le choix de la musique vient l'assemblage des rushs, le sound design et le motion design. J'ai malheureusement pas le temps d'aborder tous ces points en détail, mais voici quelques conseils très utiles pour chacune de ces étapes. Concernant le montage, je vous conseille d'utiliser la méthode du montage en pancake qui consiste à afficher votre sélection des meilleurs rushs dans une séquence et de venir empiler juste au-dessus une autre séquence dans laquelle vous allez effectuer votre montage. Vous n'aurez ensuite qu'à glisser vos plans de la séquence de dérush vers la séquence de montage pour créer votre film. Cette méthode permet de construire votre vidéo étape par étape avec précision et depuis que je l'utilise, le process de montage est devenu beaucoup plus simple. Le sound design est aussi primordial, ça consiste à agrémenter votre vidéo d'effets sonores pour créer un sentiment d'immersion encore plus important. Pour que vous compreniez bien, voici un petit extrait d'un de mes films de voyage avec juste de la musique. Et maintenant, voici le même extrait avec de la musique et des effets sonores. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je préfère de loin la version avec effets sonores qui fait qu'on se sent bien plus dans l'action. Dans l'école Grain, je vous expliquerai comment trouver de bons effets sonores et les ajouter à votre film. Je vous fournirai aussi un pack avec mes effets sonores préférés. Ça vous évitera d'avoir à construire depuis zéro votre bibliothèque d'effets sonores. Une belle vidéo passe aussi par le motion design, c'est tout simplement l'ajout d'animations de texte ou de forme à vos vidéos. Il faut savoir que le motion design c'est un métier à part entière, ça prend énormément de temps. Notre but c'est pas de faire de vous des animateurs pros, mais que vous puissiez obtenir un résultat professionnel sans y passer trop de temps. Et j'ai une bonne nouvelle, il existe des solutions, des templates d'animation pré-remplis qui fonctionnent sur Premiere, même pas besoin de passer sur des logiciels plus complexes comme After Effects. En 2-3 clics, vous pouvez créer ou modifier une animation et les résultats sont top. C'est d'ailleurs un de ces templates que j'utilise pour toutes les animations que vous voyez depuis le début de cette vidéo. Dans l'école Grain, on vous listera nos templates d'animation préférés et on verra comment les utiliser en détail. Enfin, dernière étape du montage, ma partie préférée, l'étalonnage. Cette étape consiste à donner un style, un look particulier à votre vidéo.
Pour faire ça, on va utiliser des LUT ou Lookup Table en anglais. Pour faire simple, c'est un peu comme des filtres Instagram pour vos vidéos. Ils permettent de modifier les couleurs et de reproduire des styles particuliers qu'on retrouve au cinéma. Par exemple, les blockbusters hollywoodiens utilisent pas mal le look teal and orange qui consiste à accentuer les teintes bleues dans les ombres et les teintes orangées dans les hautes lumières. Voici comment j'étalonne une vidéo en quelques étapes avec une LUT teal and orange que j'ai créée en collaboration avec lutify.me, un site spécialisé dans la création de LUT. D'abord, je glisse un plan dans ma séquence, j'ouvre l'effet couleur lumétrie, je vais ensuite dans l'onglet créatif pour charger ma LUT, je baisse ensuite un peu son intensité pour qu'elle sublime mon plan sans trop dénaturer les couleurs, puis j'ajuste l'exposition, le contraste et la saturation de mon rush en veillant à ce que je ne perde pas trop d'informations dans les basses et les hautes lumières de l'image. Pour ça, je vous conseille de vous servir des scopes, des outils très pratiques qui montrent la répartition de la lumière dans votre image. Dans l'école, on verra évidemment tout mon process d'étalonnage pas à pas avec et sans LUT. Vous aurez aussi accès gratuitement à la LUT que je viens d'utiliser dans l'exemple et à une réduction intéressante sur d'autres packs de LUT chez lutify.me. Voilà, on a fait le tour de mes meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu professionnel. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à créer de meilleures vidéos. Je vais maintenant partager à travers mon histoire les 6 étapes clés qui m'ont permis de vivre de la vidéo au bout de 3 ans d'activité. Pour être plus précis, quand je dis vivre de la vidéo, je parle de dépasser le palier des 100 000 € de chiffre d'affaires. Pour vous expliquer tout ça, il faut que je remonte 4 ans en arrière. À l'époque, je ne faisais pas du tout de la vidéo, je travaillais en tant que chef de projet marketing dans un grand groupe. Oui, parce que j'ai pas fait d'école de cinéma ni de formation audiovisuelle, j'ai fait une école de commerce avec pour but de travailler dans la publicité. J'ai d'abord bossé 1 an en agence de pub à Paris, puis j'ai eu une première opportunité pour travailler toujours dans la pub mais directement chez une marque, et enfin une seconde opportunité 1 an plus tard pour travailler dans l'équipe de transformation digitale d'un grand groupe du CAC 40. À la base, je voulais travailler dans la communication et la pub parce que j'étais attiré par le côté créatif et finalement, avec le temps, à force d'évoluer, je me suis retrouvé dans un job qui ne l'était plus du tout. Et même si je travaillais au quotidien avec des gens passionnants, je ne trouvais pas vraiment de sens à ce que je faisais, ce qui fait que j'étais à 10% de mes capacités et du coup pas très épanoui. En parallèle, j'ai toujours fait de la vidéo par passion, comme beaucoup d'entre vous j'imagine, des vidéos de vacances, des playbacks de chansons, des vidéos pour les anniversaires de potes. Un jour, on devait faire une interview dans l'agence dans laquelle je travaillais. On n'a pas trouvé de prestataire assez vite, du coup je l'ai faite moi-même et il se trouve que ça a beaucoup plu. Au fil du temps, on m'a demandé de faire de plus en plus de vidéos et au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi pas les facturer. Du coup, j'ai créé une micro-entreprise et j'ai commencé à vendre des prestations vidéo en parallèle de mon job. Avec le temps, je prenais de plus en plus de plaisir à faire ça, beaucoup plus que dans mon vrai job au final, et un jour je me suis dit pourquoi pas tenter de faire de cette passion de la vidéo un métier. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai quitté mon job et je me suis lancé à temps plein dans la vidéo en août 2016. À partir de ce jour-là, tout a changé, j'étais plus à 10% de mes capacités mais plutôt à 2000%, tout simplement parce que je faisais quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc ça pour moi c'est la première étape fondamentale, faites ce que vous aimez. Si vous êtes en ce moment dans un job ou des études qui ne vous plaisent pas, que de l'autre côté vous êtes passionné par la vidéo, que les gens autour de vous disent que vos vidéos sont top, c'est peut-être un signe comme quoi il faut se lancer. Et je peux vous garantir que si vous kiffez votre job au quotidien, vous serez sur la bonne voie pour en vivre quel que soit le domaine, puisque vous aurez une énergie folle. Dans l'école Grain, on vous accompagnera sur cette phase importante, notamment dans le choix du type d'entreprise à créer pour démarrer dans la vidéo. Après m'être lancé, le problème c'est que mes vidéos n'étaient pas encore assez pro, elles étaient de bonne qualité, mais c'était pas suffisant pour gagner ma vie avec. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me former plus sérieusement à la vidéo, ce qui m'amène à l'étape numéro 2, investir. Ça peut être investir du temps. Moi, par exemple, au début, j'ai passé beaucoup de temps à me former avec des vidéos gratuites sur YouTube. J'adore YouTube, c'est une plateforme géniale pour apprendre, mais les vidéos sont quand même assez inégales en termes de qualité et on peut rapidement passer des heures à parcourir des dizaines de tutos sans forcément trouver la bonne information. Du coup, on se retrouve souvent à perdre son temps et ça peut générer pas mal de frustration. Pour essayer de me former plus rapidement, j'ai décidé d'investir non plus du temps, mais de l'argent dans des formations en ligne payantes. J'ai d'abord suivi les formations de Mathieu Apoya, un youtubeur canadien que vous connaissez peut-être. J'ai suivi d'autres formations ensuite sur des sites comme tuto.com, Skillshare ou Udemy. Mais celle qui a vraiment fait la différence pour moi, c'est Full Time Filmmaker d'un américain qui s'appelle Parker Walbeck. Toutes ces formations m'ont permis de progresser beaucoup plus vite qu'avec des vidéos YouTube et c'est exactement ce que je veux faire avec l'école Grain. Vous donner un raccourci pour vous faire gagner un maximum de temps en regroupant dans un seul et même endroit toutes les infos dont vous avez besoin, hiérarchisées étape par étape pour que vous n'ayez pas à chercher ailleurs. Donc l'investissement c'est clé, investir du temps, investir dans ses connaissances, mais je vous conseille aussi d'investir dans du matériel de qualité. Je l'ai dit au début de la formation, on peut tout à fait commencer la vidéo avec un smartphone, mais si vous voulez passer au niveau professionnel et être vu comme un pro, il va falloir rapidement investir dans du matériel de pro, tout simplement. Quand je me suis lancé, j'ai d'abord investi dans un GH4, une très bonne caméra qui m'a permis de faire de bonnes vidéos, mais je ne me suis pas arrêté là. Dès que j'ai commencé à rentrer mes premières missions, j'ai quasiment tout réinvesti dans du matériel encore plus performant, puisque je suis passé assez vite sur un 1DX Mark II.
Je sais que c'est une caméra qui coûte cher, plus de 5 000 € et c'était un gros budget pour moi à l'époque, mais au final c'est un investissement qui a été payant puisque la qualité de mes vidéos s'en est ressentie et les clients ont été de plus en plus nombreux à me contacter, notamment grâce à la qualité d'image que je pouvais proposer comparée à la concurrence. Donc il ne faut pas hésiter à investir, que ce soit du temps perso, dans des connaissances, dans son matériel ou encore dans d'autres domaines qui vont vous permettre de développer votre activité. Aujourd'hui, je continue encore à investir plus que jamais, toujours dans les formations à la vidéo, mais aussi dans des formations plus axées business. J'ai investi dans des ressources humaines aussi, puisque j'ai recruté plusieurs personnes pour m'aider dans le développement de grains. Et j'ai aussi récemment investi dans un bureau privé dans mon coworking. Bref, vous l'avez compris, l'investissement c'est une notion clé si vous voulez progresser rapidement dans votre activité, quel que soit le domaine. Dans l'école Grain, je vous listerai l'ensemble des investissements que j'ai faits et qui m'ont permis de développer rapidement mon activité. Je vous expliquerai aussi quelles sont les étapes à mettre en place pour commencer à déléguer du travail à d'autres freelances, ce qui vous permettra de vous libérer du temps et de vous concentrer uniquement sur ce qui vous plaît vraiment. C'est bien de se former, d'apprendre un maximum de choses sur la vidéo, mais si vous ne faites que ça, il va manquer un élément essentiel, la pratique. En vidéo, comme dans tout le domaine créatif, il faut pratiquer un maximum. Ça ne sert à rien de suivre des dizaines de formations sans mettre en pratique. Donc en même temps que vous vous formez, je vous conseille de shooter le plus possible. Au début, tout est bon à shooter, vos vacances, un événement dans votre ville, votre petit frère qui fait des bêtises, mais très vite, je vous conseille d'être plus sélectif et malin en quelque sorte dans les projets vidéo que vous allez filmer. Il faut évidemment prendre du plaisir, donc faites des projets vidéo que vous aimez, c'est important, mais essayez aussi de faire des projets vidéo qui pourraient ressembler à ce que pourrait souhaiter un client. Le but, ça va être de commencer à créer votre portfolio qui va ensuite vous permettre d'attirer vos premiers clients. Il faut savoir que les vidéos que vous allez faire, si vous les partagez ensuite sur les réseaux sociaux, vont attirer naturellement des clients qui veulent créer ce genre de vidéos. C'est exactement ce qui s'est passé avec mes vidéos de voyage. Quand j'ai voulu me lancer dans la vidéo de voyage, je me suis dit pourquoi pas filmer mes prochains voyages perso et essayer de faire des vidéos dans le style road trip qui pourraient plaire à des marques. J'ai eu la chance de partir en Californie, à Bali et à Tahiti en l'espace de 3 ans. À chaque voyage, j'ai fait une vidéo, je les ai partagées sur tous les réseaux, je les ai envoyées à des médias comme Lonely Planet, Topito Voyage ou Minute Buzz qui les ont partagées, j'ai eu de la chance. Et au bout de quelques mois, ces vidéos m'ont naturellement amené des clients qui voulaient des vidéos de voyage. Par exemple, l'Office de tourisme de Guadeloupe m'a contacté il y a quelques semaines et j'ai eu la chance de réaliser une vidéo pour eux grâce à ces vidéos de voyage que j'avais faites à l'origine. Pour vous perfectionner, n'hésitez pas non plus à faire des vidéos gratuites en allant démarcher proactivement des potentiels clients. Ça peut être des restaurants en bas de chez vous, des marques que vous aimez bien. Au début, c'est pas du tout un souci de faire ça. Le but, c'est évidemment pas de faire des vidéos gratuites toute sa vie, il va falloir rapidement commencer à facturer. D'ailleurs, on vous expliquera dans l'école comment fixer vos prix, comment facturer, comment garder vos clients aussi. Mais en tout cas, au début, si vous n'avez aucun client, les vidéos gratuites, c'est une très bonne méthode de montrer votre valeur et de multiplier vos chances d'obtenir vos premiers clients. Et vous verrez, une fois qu'ils seront là, le bouche à oreille fera naturellement son travail et tout sera plus facile. Une fois que vous avez appris à produire de belles vidéos, que votre portfolio commence à se dessiner, pour accélérer les choses, il va falloir vous faire connaître et vous démarquer de la concurrence. Les grosses boîtes de production ont un budget important à allouer en publicité pour se faire connaître. Nous, on n'a pas ces moyens-là malheureusement, mais on a une arme très puissante, les réseaux sociaux. Je vous recommande de développer une forte présence sur ces réseaux. Tout le monde ne le fait pas et pourtant ça fait une différence majeure. Pour prendre mon exemple encore une fois, en parallèle de la prod, j'ai très vite monté une chaîne YouTube. Au départ, juste pour partager des astuces sur la vidéo, mais il se trouve que cette chaîne m'a amené et m'amène encore régulièrement beaucoup de clients. Pourquoi? Parce qu'à force de publier du contenu de façon régulière, j'ai créé une communauté, de plus en plus de personnes se sont mis à me suivre et ça a eu pour conséquence directe de me positionner en tant qu'expert de la vidéo. Et le fait de passer pour un expert va augmenter significativement votre valeur aux yeux des marques. Et qui dit valeur perçue importante, dit plus de clients et surtout la possibilité de facturer plus cher. Pour toutes ces raisons, je vous invite fortement à développer une présence sur les réseaux sociaux. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de faire une chaîne YouTube comme moi, vous pouvez aussi partager vos créations tout simplement, mais essayez quand même soit d'apporter du divertissement, soit des choses utiles qui vont aider réellement les gens. D'expérience, c'est ce qui marche le mieux pour développer une communauté et vous positionner en tant qu'expert. Alors oui, évidemment, ça prend un peu de temps, mais je vous assure que ça vaut le coup, car ça va vous permettre de démultiplier vos clients sans avoir à prospecter. Un bon personal branding associé à du bouche à oreille, car vous faites un super taf, c'est le succès garanti. Dans l'école Grain, je vous donnerai les meilleures astuces pour vous marketer sur les réseaux sociaux. On verra aussi comment créer un profil Malte, un site qui met en relation les freelances et les marques, et qui est aussi une très bonne manière de vous faire connaître et de trouver des clients. 5e étape, s'entourer. Quand on travaille en freelance, on a tendance à s'isoler et à travailler seul de son côté. Moi, quand j'ai quitté mon job, j'ai commencé par travailler tout seul chez moi dans un appartement de 25 mètres carrés. Au début de la journée, j'étais ultra motivé, mais au fur et à mesure que les heures passaient, à force de faire des pauses tout seul devant la télé, je commençais vraiment à déprimer et je perdais énormément en efficacité. Du coup, je me suis très vite mis à la recherche d'un espace où j'allais pouvoir travailler dans de meilleures conditions et surtout ne pas être seul. J'ai visité WeWork dès que ça a ouvert à Paris. WeWork, c'est l'espace de coworking dans lequel je travaille aujourd'hui et je suis instantanément tombé sous le charme de cet endroit. Il y avait une super énergie qui se dégageait de ce lieu et je me suis dit, si je me lève le matin et que je viens dans un environnement comme ça tous les jours, je vais être ultra performant.
Alors certes c'était un investissement, WeWork ça coûtait environ 400 € par mois à l'époque, et pour moi c'était vraiment très limite au niveau du budget, mais je me suis dit go, on investit, on y va. Encore une fois on revient à cette notion d'investissement, et finalement ça a payé et ça a même complètement changé ma vie. J'ai trouvé des collaborateurs, des mentors, notamment au niveau du business, une super ambiance de travail et surtout des clients. Bref, ça a été hyper positif sur plein d'aspects. Après, c'est assez personnel, certaines personnes ont plus ou moins disposition à travailler seules de leur côté, mais même si c'est votre cas, je pense que le fait de vous entourer d'autres personnes ne peut être que positif. On n'a pas tous la possibilité ou l'envie d'aller à un espace de coworking, mais je vous conseille de rentrer en contact avec d'autres vidéastes, essayez de vous regrouper pour travailler ensemble, vous progresserez beaucoup plus vite. Et c'est ça aussi le but de l'école Grain, créer une communauté de vidéastes qui partagent les mêmes objectifs, qui s'entraident et qui se soutiennent au quotidien. Tous les membres de l'école ont accès à un groupe Facebook privé, on est aujourd'hui plus de 300, il y a une super dynamique, tout le monde partage ses créations, se donne des conseils et c'est aussi sur ce groupe Facebook que je répondrai à toutes vos questions. Et enfin, dernière étape, la diversification de mes revenus. La majorité des experts conseillent de se spécialiser quand on se lance en freelance. Pourquoi ? Pour développer une expertise dans un domaine précis et ainsi plus facilement attirer des clients qui auront un besoin très spécifique. Si on ramène ça à la vidéo, ça voudrait dire se spécialiser dans la vidéo de mariage, la vidéo immobilière ou les clips de musique par exemple. Moi, ce n'est pas ma recommandation, je vous conseille au contraire de viser assez large au début, d'accepter des projets vidéo variés. Déjà, ça va vous permettre de ne pas vous ennuyer à faire qu'un seul type de vidéo et surtout, vous allez pouvoir diversifier vos revenus au sein de cette activité de production vidéo. Vous aurez plusieurs casquettes, du coup, si pour une raison ou une autre, il n'y a plus de demande sur un type de vidéo en particulier, vous aurez toujours un backup car vous saurez réaliser d'autres types de vidéos. Mais même avec ça, c'est assez limitant. On le voit aujourd'hui avec le Covid qui a ralenti, voire stoppé pas mal d'activités, notamment la production vidéo. Pour éviter ça, ce que je vous recommande, c'est de diversifier vos revenus non seulement au sein de la production, mais aussi dans d'autres activités. Par exemple, moi aujourd'hui, je perçois des revenus issus de la production vidéo, mais je vends aussi des formations en ligne. J'ai également des revenus issus de l'affiliation, de la publicité YouTube, parfois de la location de mon matériel. Cette diversification va vous permettre de vous sécuriser encore plus, car s'il y a un problème un jour dans la prod, vous aurez vos œufs dans différents paniers et vous limiterez ainsi vos risques. Dans l'école Grain, je partagerai avec vous mes différentes sources de revenus en détail et je vous expliquerai comment implémenter ça le plus rapidement possible dans votre activité. Dans la section business de l'école, on abordera aussi d'autres sujets essentiels comme les différentes manières de trouver des clients, la gestion des droits à l'image, le networking ou encore comment être plus productif dans son travail. Voilà, on a fait le tour de différentes étapes qui ont permis de vivre de la vidéo au bout de 3 ans d'activité. J'espère que ça vous a plu. Comme je l'ai évoqué plusieurs fois dans cette vidéo, en parallèle de mon activité de producteur, j'ai très vite monté une chaîne YouTube. Au début, juste pour le kiff, pour partager des conseils, mais au fil du temps, je me suis découvert une vraie vocation pour la pédagogie, le fait de transmettre mon savoir et de vous aider à progresser en vidéo. Quand j'ai franchi la barre des 10 000 abonnés, je me suis dit pourquoi pas créer des formations en ligne sur différents sujets autour de la vidéo pour aider les abonnés qui voudraient aller plus loin que sur YouTube. J'en ai créé une première sur mon process complet de montage de vidéos de voyage et une deuxième quelques mois plus tard, plutôt orientée étalonnage, où j'explique comment utiliser mon pack de lutte. Ces 2 formations ont beaucoup plu. À ce jour, elles ont été suivies par plus de 1800 personnes et les mois qui ont suivi, j'ai reçu de plus en plus de questions sur le matériel, les réglages, la prise de vue, le montage ou encore l'aspect business de la vidéo. C'est là que l'idée de l'école Grain a germé dans ma tête. J'aurais pu continuer à faire des petites formations comme les 2 premières que j'ai créées, mais je me suis dit, voyons plus grand, pourquoi pas lancer une école de vidéo en ligne pour permettre aux vidéastes d'avoir un seul et même endroit avec tout réuni pour cartonner en vidéo. J'ai alors fait un sondage en janvier 2019 pour demander à mes abonnés dans quel domaine de la vidéo ils avaient le plus besoin d'aide. J'ai reçu en tout un peu plus de 1000 réponses que j'ai analysées et elles m'ont aidé dans la construction de l'école. 1 an plus tard, l'école Grain voyait le jour. Maintenant que vous savez comment est née cette école, j'aimerais vous en dire un peu plus sur son contenu. L'école Grain, c'est donc un programme d'accompagnement 100% en ligne pour apprendre étape par étape, d'une part à créer des vidéos de qualité professionnelle et d'autre part à développer votre activité en tant que freelance ou société de production vidéo. Mon but, vous l'avez compris, c'est de vous faire gagner un maximum de temps dans votre progression en vous apprenant tout ce que j'ai mis des années à apprendre via mon expérience sur le terrain, mes lectures et les différentes formations que j'ai pu suivre. Tout ça avec un seul objectif final, que vous puissiez vivre de la vidéo le plus vite possible. Le cœur de l'école, ce sont les tutoriels vidéo. Ils sont divisés en 5 grandes sections: matériel, réglage, prise de vue, montage et business. Il y a des vidéos théoriques face caméra comme celle-ci pour vous expliquer des concepts de base, des vidéos où je vous partage mon écran notamment dans la section montage, mais aussi des vidéos sur le terrain. Une précision importante, la quasi-totalité des vidéos sont en ligne, mais il en reste encore quelques-unes à venir qui arrivent au rythme d'environ une vidéo par semaine. Si vous voulez connaître en détail les thèmes abordés, quelles vidéos sont déjà en ligne et lesquelles vont arriver, tout est indiqué sur la page récapitulative de l'école à laquelle vous aurez accès dans un instant. Ce qui différencie l'école Grain de pas mal de formations en ligne, c'est qu'elle n'est pas figée, elle évolue au fil du temps. De nouvelles vidéos arrivent régulièrement et les vidéos déjà publiées sont mises à jour en fonction de mon évolution et celle du monde de la vidéo. En plus de ces tutos vidéo, il y a toute une série de bonus qui viennent s'ajouter. Vous aurez accès à un groupe Facebook privé pour qu'on puisse échanger tous ensemble au quotidien, entre nous.
Ce groupe compte aujourd'hui plus de 300 personnes ultra motivées et il y a une super dynamique d'apprentissage. On n'est vraiment pas là pour se juger mais pour s'entraider et avancer ensemble. C'est sur ce groupe que je communique sur la sortie des nouvelles vidéos et c'est aussi là que vous pourrez me poser toutes vos questions. Sur le groupe Facebook, on organise aussi régulièrement des live vidéos pour répondre à vos questions de façon plus développée que par écrit, mais également avec des invités pour discuter de leur parcours ou aborder des thématiques importantes pour progresser en vidéo. On publie aussi des making-of de tournage. Dès qu'on tourne une prod pour un client, on filme les différentes étapes pour que vous puissiez voir concrètement comment on tourne nos vidéos sur le terrain, les réglages qu'on utilise pour telle ou telle situation, comment on dirige nos acteurs, comment on place nos lumières, etc. On inclut aussi très souvent à ces making-of une analyse du montage final pour que vous puissiez avoir une vision sur le process intégral de création de vidéos. Tous les mois, on décrypte aussi des vidéos réalisées par les membres et on publie ces feedbacks sur le groupe pour que tout le monde puisse en bénéficier. En rejoignant l'école, vous aurez aussi accès à des remises sur du matériel vidéo, des logiciels ou des services pour vous aider dans le développement de votre activité. On a déjà négocié des deals avec Epidemic Sound, MusicBed et Artlist pour la musique de vos vidéos, avec Lutify.me pour progresser en étalonnage ou encore avec mon cabinet comptable pour la création de sociétés. Et d'autres deals arrivent très prochainement. On met également à votre disposition des ressources à télécharger, mon pack de lutte, des effets sonores, mes raccourcis clavier, mon template de montage, des fichiers de grains, des fiches récap, des bandes noires ou encore des presets divers et variés. Enfin, 2 fois par an, on organise des concours vidéo sur des thèmes précis avec du matériel vidéo à gagner à la clé. Et en bonus final sont inclus dans l'école Grain ma formation sur mon workflow complet de montage de vidéos de voyage et celle sur mon pack de lutte. Voilà, vous savez tout sur le contenu de l'école. Juste un mot sur le profil de vidéaste auquel elle s'adresse. Je dirais à la fois des débutants complets qui n'ont jamais touché une caméra, puisqu'on va tout reprendre depuis le début, mais aussi à des profils plus avancés qui veulent intégrer une communauté de vidéastes motivés, profiter de remises intéressantes ou encore qui veulent améliorer leurs compétences business. Pour le moment, le tarif de l'école est fixé à 997 € et étant donné qu'elle s'enrichit de contenu semaine après semaine, il passera prochainement à 1297 €. Mais j'ai une bonne nouvelle, si vous rejoignez l'école à l'issue de cette formation gratuite, je vous propose une remise spéciale à moins 25% sur le prix actuel, ce qui vous donne accès à l'école Grain pour seulement 747 €, soit le prix d'un objectif. Pour un seul paiement de 747 €, vous aurez donc un accès à vie à l'ensemble des contenus existants et à venir. Vous pourrez les regarder à votre rythme depuis votre téléphone ou votre ordinateur. Pour bénéficier de cette remise spéciale, vous avez juste à cliquer sur l'offre qui s'affiche à droite de votre écran ou à utiliser le code qui s'affiche juste ici lors de la commande. Aujourd'hui, plus de 300 personnes ont rejoint l'école Grain et les retours sont très positifs. Je vous laisse regarder cette petite vidéo pour vous faire une meilleure idée de la vie des membres. Je m'appelle David, j'ai 25 ans, je suis de Toulouse. C'est Michel Coche, j'ai 51 ans, j'habite à l'est de la Belgique. Moi, c'est Isabelle Chevreul, je suis dans la région rennaise. Moi, je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, j'habite Marseille. Je m'appelle Emeric Sourikarjan, je suis né en Nouvelle-Calédonie, donc j'ai grandi également ici. J'ai commencé la vidéo en voulant créer des souvenirs, je pense un peu comme tout le monde. Avec une GoPro, je pense aussi un peu comme tout le monde. Je pratique la vidéo depuis 33 ans, c'était une passion qui est devenue un deuxième métier. Ce que j'attendais de l'école Grain, c'est vraiment une formation complète de A à Z pour m'aider à apprendre les bases de la vidéo. Alors ce que j'attendais de l'école Grain avant de la rejoindre, donc c'est en fait du réseau. Tout simplement parce que dans ce métier-là, quand on se lance, on est seul, on a peu de gens à qui parler. Les seules réponses qu'on peut avoir, c'est sur YouTube. J'y voyais vraiment la solution idéale, rejoindre des gens qui sont passionnés, puis voilà, avoir un mentor, donc Louis, pour pouvoir lui poser des questions, avoir des réponses. On aborde vraiment tout, donc ça m'a apporté beaucoup de confiance en fait dans mon travail. Mon point préféré, c'est l'ensemble. C'est l'équilibre qu'il y a justement dans l'école. Que du tuto sans avoir la partie communauté, on est plus limité. Là, on a vraiment un échange entre nous, un échange avec Louis qui est hyper réactif tout le temps. Ce que j'aime beaucoup dans l'école Grain, c'est la communauté qu'il y a derrière. C'est une communauté extrêmement bienveillante. On a pu rentrer en contact les uns avec les autres par le groupe Facebook, qui est très bien géré et très bien développé. On se donne des petits conseils, on se partage nos posts, on s'entraide énormément. Ce que je préfère dans l'école Grain, c'est clairement les making-of. On voit vraiment l'envers du décor, les coulisses du tournage, et c'est vraiment hyper important pour un vidéaste quand on commence, parce qu'effectivement on a 1000 questions en tête. Juste le fait de voir comment Louis fonctionne, comment Louis travaille, comme en plus il décrit vraiment tout dans ce making-of, c'est top. Le fait de pouvoir voir que Louis, qui était vraiment mon premier youtubeur que j'ai commencé à suivre dans le domaine de la vidéo, soit là avec nous et on puisse échanger directement avec lui. Moi, de ma petite île, c'est comme si je parlais à une superstar. Oui, la formation répond largement à mes attentes, d'autant plus qu'elle est évolutive. Si il voit qu'on est en demande d'un petit sujet en particulier, un module complémentaire, il s'adapte. Donc vraiment, ça c'est un point très important.
Moi, je voudrais dire juste une chose à toutes les personnes qui hésiteraient à rejoindre l'école. C'est un groupe fantastique et surtout, ça ne coûte pas très cher pour ce qui est donné. N'hésitez pas, venez nous rejoindre. Si vous hésitez à rejoindre l'école Grain, le meilleur moyen, ce serait d'entrer en contact avec nous, les élèves. Il y a le hashtag École Grain sur Instagram qui répertorie pas mal de photos et de vidéos. Moi, vous pourrez rentrer en contact sur mon Instagram, je répondrai à vos questions avec plaisir. Si j'ai un conseil pour vous, parce que vous êtes en train d'hésiter à se dire je vais me former à l'école Grain, c'est d'arrêter d'hésiter et d'y aller. Parce que l'investissement est génial et il y a tellement d'évolution que de toute façon, on va en avoir pour nous, pour nos formations sur tous les plans. Donc il faut y aller, faut pas hésiter. Il y a comme un label École Grain, il y a une entité vraiment, on fait tous partie de la même équipe, la même team Grain, tu vois. Si vous hésitez encore à rejoindre l'école Grain, n'hésitez plus. On va plus loin que juste aller regarder des vidéos sur YouTube. Je pense que là, réellement, on rejoint une communauté, on rejoint un réseau. J'ai déjà eu réponse à beaucoup de mes questions en communiquant avec les autres directement sur Facebook, en ayant des réponses dans les lives que Louis organise. Donc, faut pas hésiter. Franchement, faut pas hésiter. Moi, j'ai pas vraiment hésité parce que ça faisait longtemps que ça me démangeait ce truc-là et je regrette absolument pas, franchement. Voilà, on arrive à la fin de cette formation. J'espère que vous avez appris plein de choses. Pour terminer, je vais répondre à quelques questions qui reviennent le plus souvent. Très important, si vous avez d'autres questions, si certaines choses ne sont pas claires, n'hésitez surtout pas à nous écrire à l'email qui s'affiche juste ici ou en utilisant le module de chat en bas à droite de la page récap de l'école. On fera le maximum pour vous répondre le plus vite possible. Première question, est-ce qu'on peut utiliser son compte CPF pour financer la formation ? Pour le moment, malheureusement non, mais on y travaille et si tout va bien, ce sera possible d'ici quelques mois. Deuxième question, j'adorerais rejoindre l'école Grain, mais c'est trop cher pour moi. Alors, je peux tout à fait comprendre que l'investissement que représente l'école Grain peut être significatif pour certains d'entre vous, mais je vous invite plutôt à réfléchir en termes de retour sur investissement. Si vous suivez mes conseils, que vous mettez en pratique tout ce que je dis, il n'y a aucune raison pour que vous ne fassiez pas au moins, 20 000 € de chiffre d'affaires la première année et le double, le triple, voire bien plus pour certains 2 ou 3 ans plus tard. Moins de 800 € investis pour 20 000 réalisés, ça fait déjà un retour sur investissement de x25, ce qui fait de l'école Grain plutôt une bonne affaire. Et n'oubliez pas que l'alternative principale aujourd'hui, c'est l'école de cinéma qui vous coûtera 8 000 € l'année, donc presque 25 000 € pour une formation complète. L'école Grain revient à 30 fois moins cher et on vous y apprend à développer votre activité, ce qui n'est pas le cas en école de cinéma. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Bien sûr, vous pouvez rejoindre l'école Grain soit via un seul paiement ou alors en utilisant le paiement en 4 mensualités, mais l'école Grain vous coûtera un peu plus cher au total car des frais s'appliquent. Quel matériel faut-il pour rejoindre l'école? Comme j'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez tout à fait commencer avec un smartphone ou une caméra d'action, mais pour passer au niveau supérieur, je vous conseille de vous équiper au moins d'une caméra à objectif interchangeable. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les références de mon matériel dans mon kit à l'adresse kit.co/grain. Est-ce que l'école Grain décerne un diplôme? Alors non, l'école Grain ne décerne pas de diplôme, tout simplement car elle ne se termine pas. Vous avez dû le comprendre, moi je suis convaincu qu'il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre. Le but, c'est que cette école vous accompagne tout au long de votre carrière dans la vidéo. Le plus beau diplôme pour nous, c'est le fait que vous puissiez vivre de la vidéo et on fera tout pour. Combien de temps a-t-on accès à l'école Grain après l'inscription? Après le paiement, vous avez accès à l'ensemble des contenus de l'école ainsi que tous les bonus que j'ai évoqués et ce, à vie, sans limite de temps. Voilà, on a fait le tour des questions qui reviennent le plus souvent. Encore une fois, je le répète, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à envoyer un mail à support@écolegrain.com ou à nous écrire via le module de chat en bas à droite de la page récap de l'école. En tout cas, que vous rejoigniez l'école Grain ou non, j'espère que cette formation d'une heure vous a plu et que vous en avez retiré des informations utiles. N'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube Grain ou notre compte Instagram grain.video pour être tenu au courant de notre actualité. Sur ce, je vous dis à très vite dans l'école ou sur YouTube et n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos.